il faut faire la jonction, la liaison entre la guerre et cette affaire Epstein, puisque cette guerre est le résultat d'une décomposition morale, sociétale, structurelle de la société occidentale. Je n'ai pas dit d'Amérique, hein, seulement de la société occidentale. Elle en est un signe, un symbole, symbole qui se place sous, encore une fois, sous ce que j'appelle l'empire du mensonge. Alors, euh, deux choses qui sont d'actualité ou un peu moins d'actualité, c'est à la fois la guerre, on ne peut pas ne pas parler de la guerre qui fait rage, avec, je le déplore d'ailleurs, des cris de victoire, des cocoricots, enfin le coq n'est pas un emblème iranien, mais exagéré. Moi, j'aurais tendance à penser que la guerre, effectivement, dans le brouillard de la guerre, on ne doit pas tout dire, mais on ne doit pas non plus surdimensionner, surévaluer, surestimer ses victoires. Vous savez que hier, il y a un F-15, les Iraniens parlaient d'un F-35. Le F-35, c'est très différent du F-15, ce sont des chasseurs de bombardiers, mais c'est un avion furtif. Alors, vous ne voyez pas ce que ça implique, mais ça peut impliquer que les Iraniens disposeraient maintenant de radars quantiques qui permettent de déceler l'ombre de l'appareil furtif et ce qui renverserait d'ailleurs, ce qui renverserait un peu, pas beaucoup, mais un peu le rapport de force. Et puis il y a eu aussi un Warthog, c'est un C-10, je crois. Vous savez, ces assauts, ces forteresses volantes courtes qui sont des aéronefs du champ de bataille, qui sont là qui tirent un rideau de feu avec des canons de 10 mm, et également un hélicoptère de secours. Tout ça n'est pas grand-chose, ça fait pas une victoire, ça ne fait pas une victoire en soi, mais en tout cas, ça fait une victoire symbolique et M. Trump n'est pas content. Vous savez que M. Trump euh, dirigeait une émission qui s'appelait The Apprentice, les apprentis, et le refrain, le leitmotiv dans The Apprentice, fired, fired, dégage, 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 virer, fired c'est virer, hein. Et il vient de virer Pam Bondi, qui est son procureur général. Il a aussi viré son chef d'état-major de l'armée de terre, également apparemment 18-20 généraux de très haut rang. Ça veut dire quand même que les choses vont mal de ce côté-là. Les informations que je vous donne ne sont pas vérifiées. Moi, je ne suis pas un check machin, mais elles sont quand même sont des informations à minima. C'est ce qui apparaît de plus solide, encore une fois, au sein de ce brouillard opaque qui nous environne. Alors, il ne faut pas croire que l'affaire Epstein, M. Epstein, soit complètement étranger à cette guerre. Non pas qu'il en soit la cause directe, ni même que M. Trump ait été l'objet d'un chantage. Sans doute, mais ce n'est qu'une strate causale, une strate parmi les causes, les nombreuses causes qui interviennent dans la guerre. Mais il faut faire la jonction, la liaison entre la guerre et cette affaire Epstein, puisque cette guerre est le résultat d'une décomposition morale, sociétale, structurelle de la société occidentale. Je n'ai pas dit d'Amérique, hein, seulement de la société occidentale. Elle en est un signe, un symbole, symbole qui se place sous, encore une fois, sous ce que j'appelle l'empire du mensonge. J'ai écrit un livre, mais il n'est pas là. L'empire du mensonge. Avant même que M. Poutine, enfin il ne m'a pas copié, il n'était pas au courant, avant même que M. Poutine ne reprenne cette expression d'empire du mensonge. Euh, alors, euh,
Un mot peut-être pour dire ce qu'est le système Epstein, Euh, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Alors d'abord, ce qu'il n'est pas, et ça serait à tort que l'on réduirait l'affaire Epstein à une affaire de, c'est ce qu'essaye de faire la presse, un simple scandale sexuel. D'abord, c'est beaucoup plus que ça. Je vous recommande les ouvrages publiés par France Culture de littérature classique. Il y a les contes de Perrault. Et on s'aperçoit dans les contes de Perrault il y a beaucoup d'affaires d'ogres. Or, visiblement, Einstein, les ogres n'ont jamais disparu. Simplement, ils étaient rentrés sous terre, ils apparaissaient un peu moins. Euh, il y a l'ogre de Rothenberg, je sais pas, en Russie, il y a une affaire célèbre d'un ogre qui mangeait des prostituées, enfin plutôt leur partie génitale. Il a été exécuté. En Allemagne aussi, il y a un ogre, lui, il recrutait par Internet. Il avait eu plus de 10 000 réponses de gens qui étaient disposés à se faire manger. Alors finalement, il en a trouvé un. Oui, 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 oui. Il en a trouvé un, ça remonte à quelques années, mais c'est facile à trouver, hein. Et ils ont mangé ensemble le pénis, et puis après il l'a tué, et puis il l'a bouffé par petits morceaux, hein. Mais apparemment, l'autre était disposé. C'est pourquoi d'ailleurs, lors du procès, enfin là je m'écarte à peine du sujet, hein, lors du procès, il a bénéficié de l'indulgence plénière du jury puisque l'autre était volontaire. C'était un adulte consentant qui était volontaire pour se faire boustifailler. Il faut dire que l'Allemagne est un curieux pays. Il y a quelques années, ils ont abrogé. J'aurais pu le dire hier soir, j'étais sur Géopolitique profonde, mais on ne parle pas de ces choses. On peut le parler en petit comité. Ils ont abrogé une loi qui permettait le mariage bestial avec son chien. Il y a des gens qui... Et puis ça a été un peu trop loin, donc ils l'ont abrogé. Mais en Allemagne, vous pouviez... Par contre, ça a réapparu en Espagne. Il y a des dispositions légales qui permettent de coucher avec son chien, tout à fait légalement. C'est bizarre, hein, c'est comme ça. Euh, ben là, on parlait d'une histoire de Partouze à Troyes, d'ailleurs, avec le berger allemand, parmi des gens du gouvernement, enfin, ou proches du pouvoir de l'île française. Un dernier exemple intéressant. Euh, du temps où M. Valls était au Place Beauvau, donc au ministère de l'Intérieur, on a pris la main dans le sac son chef du protocole, qui était comme l'aurait pu le dire le roman d'Herman Melville, non pas un beau matelot, mais un beau flic qui portait bien. Et en fait, il publiait des vidéos de ses orgies, mais pas n'importe quelles orgies, dans les égouts de Berlin avec ses copains. C'est des orgies coprofit, coprophage. Et quand on l'a fait passer devant un conseil de discipline, il a excipé de son droit à la vie privée. C'était du temps de M. Valls. Ce qui me permet de dire d'ailleurs que toutes ces affaires tout ça est connu. C'est affleure la surface. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi les choses perdurent, pourquoi elles se développent, pourquoi elles prennent. Tout d'un coup, l'abcès est devenu tellement énorme qu'il a éclaté avec l'affaire Epstein. Voilà. Je ne parlerai pas, par exemple, de l'affaire Olivier Duhamel, qui n'était pas n'importe qui. Il était le patron du club maçonnique Le Siècle, grand patron de Sciences Po, de je ne sais quels journaux, du Monde, enfin du directoire, je ne sais pas si c'est Le Monde, le Nouvel Observateur, et qui a été dénoncé par la sœur jumelle du fils Kouchner avec lequel il couchait. Parce qu'il avait épousé une ancienne femme de Kouchner. Vous savez, ces gens-là fonctionnent. Il y avait une expression populaire. Moi, j'aime beaucoup les expressions populaires. J'utilise beaucoup dans mes écrits, d'ailleurs. Ça s'appelle des familles tuyaux de poil. Oui, famille tuyaux de poil. Tout le monde s'en mange l'un dans l'autre. Et donc, pour l'affaire Olivier Duhamel, tout le monde a dit
Je vais pas rester sur ce registre hein, uniquement. Tout le monde a dit, tout le monde savait, mais tout le monde savait, mais tout le monde se taisait. Mais tout le monde se taisait, la justice, les autorités de tutelle, la presse. Mais la presse, en fait, partait de l'idée que l'opinion publique n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, je vous le dis, hein, Monsieur Smotrich, le ministre de l'Intérieur israélien, dit que les Palestiniens n'existent pas. Et moi, je vous dis, l'opinion n'existe pas. L'opinion, c'est les journalistes. Ils disent ce qu'il faut penser, ce qu'on est censé penser, voilà, ce qu'il est loisible, autorisé, licite de penser et rien d'autre. Alors, tout le monde savait et tout le monde se taisait. Et puis un jour, il y a une fille qui a mangé le morceau, donc la sœur Camille Kouchner, qui a mangé le morceau et qui se fait beaucoup d'argent d'ailleurs avec son livre de révélation. Et du coup, Olivier Duhamel est rentré un peu, est passé sous le tapis. Mais vous verrez comme Monsieur Strauss-Kahn qui devrait réapparaître un jour ou l'autre, lavé de toute infamie, puisque on ne sait pas, certains se sont posé la mauvaise question, savoir si l'affaire Epstein n'était pas destinée finalement à nous habituer, hein, comme on fait des expositions d'art moderne avec en épinglant un étron ici, en mettant une croix avec le Christ, Peace Christ, hein, c'est un petit flacon de pisse, c'est connu, ou c'est une grande œuvre de la fin du XXe siècle, hein. Ou la pièce Golgotha Picnic, où il y avait un portrait géant du Christ sur lequel on jetait des excréments, enfin quelque chose qui ressemblait à des excréments. Euh, donc on nous habitue à tout. J'ai ressorti, c'est reparti aux États-Unis d'ailleurs, une petite vidéo d'il y a 20 ans. On voit une jolie Israélienne un peu dévêtue qui cloue un singe sur la croix, en disant Jésus, tais-toi, elle lui donne des coups de marteau sur la tête, sur le ventre. Vous avez jamais vu ça? Ben oui, mais bon, on est là pour voir ça à votre place, mais quand même, ça serait bien que vous sachiez, et c'est ça le but de la conférence, que vous sachiez dans quel monde nous vivons, vous vivez. Hein. Quand je vous parle de cette histoire du chef du protocole, c'est pas rien, un chef du protocole, le bon flic, portant beau, et ses orgies coprophiliques dans les égouts de Berlin. Vous pouvez trouver ça d'ailleurs dans mon livre, dans les bas de page, il y a des notes qui renvoient à ce type, au cannibale de Rothenburg, mais des histoires de cannibalisme, il y a que ça. Hein. C'est bon, on peut dire que ce sont des exceptions. Dans l'affaire qui nous occupe, celle de Monsieur Epstein, moi-même je n'y croyais qu'à moitié, mais maintenant on sait que c'est quasi, c'est de notoriété publique, c'est quasi officiel. Il y a un sénateur américain qui nous a prévenu, qui a dit j'ai pu au ministère de la Justice, au département de la Justice euh, aux États-Unis, il a consulté les dossiers d'origine. Et il a dit surtout si vous avez la possibilité de le faire, ne le faites jamais, parce que vous auriez des cauchemars jusqu'à la fin de votre vie. Il y avait, entre autres, dans les dossiers Epstein, ce qu'on appelle des snuff films. Snuff films, c'est-à-dire de prendre une bonne femme, pauvre, une victime, et on la supplie, on la torture, on la découpe vivante, et tout le monde se réjouit. Il y avait un des patrons, mais il a démissionné, le patron de la logistique internationale, vous savez, les porte-conteneurs. J'ai ça dans mes archives, hein, mais pas. Je suis pas Pierre Hillard, moi je prends pas les trucs à la seconde près. Qui était très très copain avec Epstein, 10 000 messages échangés entre eux. Et il y en a un qui lui dit ah, j'ai beaucoup aimé la vidéo de torture. Il a disparu, hein, il s'est écarté, alors que il représentait cet homme représentait des milliards de dollars. Mais même avec des milliards de dollars, il y a quand même des limites euh, qu'on peut transgresser quand ça ne se sait pas,
mais qu'il affiche mal quand ça se sait. Alors, Epstein, c'est donc, c'est pas seulement une affaire d'obsession sexuelle, de gars qui aiment consommer des jeunes femmes nubiles ou prénubiles, ou juste nubiles, mais qui également avaient des pratiques des pratiques allant très très au-delà de tout ce que l'on imagine. Des pratiques qu'on peut faire remonter au Moyen Âge, au temps préhistorique. Le cannibalisme, on appelle les ogres. Donc les ogres ne sont jamais morts. D'ailleurs, j'ai toujours pensé en regardant, un beau jour j'ai eu une révélation en regardant des films de vampires. Ça m'amusait beaucoup à une certaine époque, d'ailleurs ça m'amuse toujours, j'en vois pas, hein. Je me suis dit, mais ça existe. Ça existe. Et on nous en parle avec Hollywood nous en parle avec tellement d'insistance que ça existe. Ben oui, ça existe. Ça existe. Ces gens-là sont des buveurs de sang. Vous avez tous entendu parler de l'adrénochrome. Adrénochrome, c'est-à-dire la peur violente qui est suscitée au moment où on sacrifie de façon préférentielle, préférablement on sacrifie un enfant, il est tétanisé par la peur et donc il émet, son organisme il émet de l'adrénaline. Et donc l'adrénochrome, mais qu'on peut, je précise, qu'on peut produire de façon synthétique. Ah, euh, donc vous pouvez consommer de l'adrénochrome synthétique. Comme Madame Rima Hassan avait du cannabis médical. Mais je ne dis pas du mal de Madame Rima Hassan, parce que je pense que si elle avait été vraiment coupable, elle ne se serait pas rendue au commissariat avec un sac rempli de cam. Il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer Madame Rima Hassan, mais il s'agit de raison garder et de bien se rendre compte qu'elle est tombée dans un piège, ou en tout cas qu'on lui a fait, qu'on voudrait lui intenter un mauvais procès. Hein, tout ça pour un tweet, un méchant tweet qui était sorti 8 jours plus tôt, hein. Et elle a été, il faut le rappeler, elle a été signalée, comme on dit, c'est-à-dire dénoncée. Autant nous avons l'obligation de dénoncer un crime pour empêcher qu'il ne se perpétue ou qu'il se poursuive, mais la dénonciation légitime d'un crime n'est pas la délation. Il faut avoir du vocabulaire, il faut faire bien le distinguo. Donc elle a été dénoncée, mais plutôt c'est de la délation, par un, un ressortissant, je vais dire, du Rassemblement national. J'espère que il n'y a pas trop je ne chope pas trop de membres du Rassemblement national ici. Je leur en veux beaucoup, mais là c'est une incidente, parce que ces gens ne jouent pas vraiment leur rôle d'opposition. Ils peuvent avoir beaucoup de défauts, mais ils vont laisser jusqu'en 2027 ce pays être détruit par M. Macron et rien n'aura été fait pour dégager M. Macron pendant qu'il en était encore temps, pendant qu'on peut sauver encore quelques débris de ce qui reste, mais il ne reste pas grand-chose de la France hein, actuellement. Bon, vous voyez que le gazoil, c'est pas de la faute de Macron, mais enfin si quand même, dans le sud-ouest et atteint les 2,80 € le litre, on se dit qu'il y a quelque chose quand même de pourri. Ça veut dire que les transporteurs ne transportent plus. Ça veut dire que les infirmières libérales qui vont à domicile ne visitent plus leurs clients. Personne ne peut fonctionner avec un gazole à 2,80 € le litre alors que l'État se goinfre avec au moins 80% de taxes sur chaque litre. Alors revenons à notre monsieur Epstein. Donc, M. Epstein, alors là, c'est une rumeur, une vague, mais moi j'aurais tendance à penser que c'est pas impossible, aurait fait tuer, on ne va pas dire exécuter, assassiner un de ses cuisiniers qui refusait de faire du cochon de lait, parce que le petit cochon de lait bipédique, même s'il ne marche pas encore, ça paraît-il le goût de la crevette. C'est bon, c'est comme ça, hein. Euh, oui, oui, je dis des choses qui sont peut-être déplaisantes, mais je ne dis pas ça au hasard. Oui, Géopolitique Profonde a fait un numéro sur Monsieur Frank Epstein.
Frank Epstein. Alors, il y a d'ailleurs un article de votre serviteur, c'est le premier, mais ça n'a rien à voir sur Epstein. C'est États-Unis versus République islamique d'Iran. Vous voyez, Vernochet, c'est ma bobine, hein, ma trombine. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis ça, parce que c'est un article très technique mais qui illustre bien la folie de monsieur Trump, puisque monsieur Trump a fait un lapsus l'autre jour. Oui, je tourne un peu autour du pot. En parlant du détroit d'Ormuz, il a dit le détroit de Trump. Et là, moi, je parle d'un corridor stratégique euh, au nord de l'Iran, mais de l'Azerbaïdjan, qui fait la jonction aussi avec Israël, qui s'appelle le corridor de Zangezur. Et ça va s'appeler maintenant le corridor international de la paix Trump. C'est- Cet homme, ceux qui sont encore indulgents, moi je l'ai été longtemps, mais je pense qu'il a épuisé les réserves de bienveillance que je pouvais avoir à son égard. Il est quand même un grand malade. Euh, je ne sais pas si c'est un pervers narcissique, mais en tout cas, c'est un sociopathe. Comme je dis, il vient de virer Pat Bondi, Pam Bondi, et de même qu'il y a le patron, le directeur des services de contre-terrorisme, qui lui a donné sa démission en des termes assez fracassants, hein. Et il n'est pas le seul. Je vous ai signalé tout à l'heure qu'il y avait eu 12 gradés de haut niveau, des officiers d'état-major qui avaient été virés ou démissionnés. Alors, M. Epstein est évidemment euh, un excité de la braguette, ça c'est certain, mais il n'est pas le seul. Aujourd'hui, on se demande qu'il ne l'est pas. Monsieur Chirac était aussi témoignage direct, hein. Je ne suis pas passé. Lui, on disait il y avait une formule qui le désignait, c'était un quart d'heure, douche comprise. Euh, il sautait ses visiteuses dans les coins de fenêtre et d'après les témoignages qui n'ont jamais été contredits de son fournisseur de drogue, il consommait plus de 100 grammes, pas lui, hein, lui et son entourage, plus de 100 grammes de cocaïne par semaine. Ça fait beaucoup, hein, 100 grammes. Ça fait beaucoup. Donc, vous voyez par qui il faut comprendre. L'affaire Epstein nous révèle par qui nous sommes dirigés. Pour le cas où on ne l'ait pas su, où on n'est pas euh, rabouté les fils les uns aux autres, pensant que c'était toujours euh, des cas exceptionnels, des des gens qui sortaient un peu de la marche. Et là, je ne vais pas charger LFI avec le gars qui, avec le député qui, avec ses indemnités parlementaires non imposables, achetait de la drogue de synthèse dans le métro à un mineur. Hein, il en avait acheté pour 800 euros. Il a été pris la main dans le sac. Hélas pour lui. Mais il a été réintégré assez rapidement. Il a eu 15 jours d'absence à l'Assemblée. Donc vous voyez, il y a quand même une forme d'impunité grave. Quand M. Epstein est arrêté aux États-Unis en août 2019, la police française se décide à les perquisitionner au 22 avenue Foch. Elle perquisitionne à la mi-septembre. Et à la mi-septembre, elle ramasse des disques durs, des vidéos, toutes sortes de documents, tout ce qu'il fallait. Et bien pendant 6 ans, personne n'entendra jamais parler de personne. C'est pas que la police n'ait pas fait son travail, hein, mais en tout cas, il y a des gens qui, au plus haut niveau, ont mis l'éteignoir sur le résultat. Et là, vous remarquerez qu'on ne parle plus de l'affaire Epstein non plus, plus du tout. Que on a soufflé, l'affaire iranienne a permis de souffler la bougie d'un seul coup. Alors je ne sais pas si ça va ressortir. D'ailleurs, Madame Pam Bondi, procureur général, c'est l'équivalent d'un ministre de la Justice, hein. Chez nous, Madame Pam Bondi, Monsieur Trump lui a reproché d'avoir fait une mauvaise gestion de l'affaire Epstein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être trop de documents qui sont sortis.
On sait que déjà tous les documents relatifs à M. Macron ont été retirés. C'est-à-dire que ce sont des documents expurgés. On a parlé, ce qui semble faramineux, de 3,5 millions de documents. Eh bien, je puis vous dire, réfléchissez bien, que ces 3,5 millions de documents ne sont que 2% de la masse totale des documents qui ont été ramassés. 2%. Vous voyez ce que ça représente. 3,5 millions et qui ont été, de toute façon, ce qui en a été donné à la presse, caviardé avec les visages, les noms, mais de façon, j'ose pas dire arbitraire, mais en tout cas discriminatoire en ce qui concerne ce qu'on cachait et ce qu'on révélait. Et on sait aussi que ces documents qui étaient accessibles au début, heureusement, certains les ont engrangés, les ont mis de côté, stockés dans le cloud, j'aime pas le mot stocker, mis en réserve dans le cloud, dans le nuage. Alors, j'aime pas non plus cette expression, ce mot. J'aime pas ce qui est anglo-saxon de façon générale. Je parle du vocabulaire qui nous mythe l'esprit. Je vois sur LCI ou BFM, les gens commencent à parler en anglais et après font une traduction timide en français. C'est parler directement en français, les gars. C'est pas plus difficile que ça. Euh, entre le moment où l'affaire Epstein éclate récemment avec euh, je vais vous dire pourquoi elle éclate. Euh, Rien ne se passe en France, alors que la France était une plaque tournante vers l'Europe du Nord, vers l'Europe de l'Est et surtout vers la Russie, et plus encore vers les pays du monde arabe et vers le Golfe Persique. Puisque j'ai cité tout à l'heure, non pas le nom, mais cette personnalité responsable du trafic logistique international, donc des centaines de milliers de conteneurs de cargo qui ne polluent pas. Hein. Nous, on pollue avec nos bagnoles, mais vous imaginez ces porte-conteneurs qui sillonnent la planète, qui font le tour en permanence. Circumnavigation euh, à plein tube, eh bien non, eux, ils ne polluent pas. Mais nous, on pollue. Alors, rien, nada, il ne se passe rien. Je voudrais qu'on m'explique. Mais quand je parlais du rôle de la presse, vous voyez la presse poser ce genre de questions? Non, il n'y a personne. Hein. Personne, personne. Alors, le Epstein, j'ai dit, n'est pas un simple détraqué, c'est moi qui disais le mot détraqué, obsédé sexuel. Il vit dans une société où il a pu avoir un pouvoir parce que justement la société est déjà détraquée, est déjà obsédée sexuellement. Euh, je ne sais pas si c'est la paix qui nous a valu ça, mais Epstein est avant tout un homme qui a compris, c'est un homme des services de renseignement, qui a été formé par un ancien Premier ministre israélien, Ehud Barak, mais qui, avant d'être Premier ministre, a été ministre de l'Intérieur et patron du Shin Bet. C'est le service de renseignement, l'équivalent du Mossad, mais pour l'intérieur. Ils étaient cul et chemise, c'est le cas de le dire. Non, non, Ehud Barak ne doit pas être du tout homosexuel. Mais quand j'étais à Jérusalem, je lisais la presse en anglais, et j'ai vu le père de Barak dans des grands entretiens dans Haaretz ou ailleurs, parlant des Palestiniens comme de bêtes à deux pattes. C'était fréquent, je l'ai lu hein, dans cet extraordinaire euh, euh, hôtel néocolonial qui s'appelle la colonie, d'ailleurs, justement, parce que ça s'appelle la colonie. C'était très confortable, et alors je lisais à Haaretz, et oui, bête à deux pattes, et ça ne choquait qu'à moitié. Un chiffre aussi qui est intéressant, qui est à retenir, en ce qui concerne les grands massacres et les grands cimetières sous la lune de Gaza, euh, 80% des Israéliens approuvent. Il y a 20% contre, il faut bien dire, et qui sont farouchement contre, qui manifestent.
Euh, mais je ne sais pas si c'est la frange la plus éclairée, mais pour le reste, 80% ont approuvé de transformer, pas besoin d'envoyer la fusée Artemis faire des galipettes autour de la Lune, il suffit d'aller à Gaza. Euh, Israël fini par reconnaître qu'il y avait eu 70 000 morts, mais ils ont eu du mal, hein. Ils disaient que c'était des chiffres bidons, c'était des chiffres du Hamas, c'était des chiffres reconnus et fixés, déterminés par les Nations Unies. Et remarquez à quel point d'ailleurs l'armée israélienne est efficace, puisque depuis le 7 octobre 2023, ils n'ont pas réussi à éradiquer le Hamas, malgré les tonnes et les tonnages extravagants de bombes qui ont été déversés sur la bande. Voilà. Qu'on m'explique comment la chose est possible. Eh bien, en bombardant les hôpitaux, sous prétexte, vous voyez, ça va nous ramener à l'Iran, sous prétexte qu'il y avait des bunkers secrets, des quartiers généraux du Hamas, terroristes devant l'éternel, un grand terroriste devant l'éternel. Et ils sont en train de dire la même chose. Ils ont bombardé l'université à Téhéran parce qu'il y aurait des bunkers et avec des missiles sous l'université. Ah mais, et sous les universités et sous les hôpitaux, puisqu'il y a un certain nombre d'hôpitaux qui ont été de la même façon, mais évidemment, la presse bien pensante ne s'en vante guère. Alors, revenons à Epstein. Epstein est un homme qui avait compris, tous les espions du monde connaissent ça depuis la nuit des temps, hein. Rien de, ni il novice sub solaire, rien de nouveau sous le soleil. Il y a deux façons d'attraper les hommes, de les hameçonner, c'est les femmes, enfin le sexe plutôt, parce que maintenant c'est plus tellement les femmes, le sexe et l'argent. Ben oui, donc Epstein a mis en place un système qu'il n'a pas auto-financé. Il y a, il y a eu dans sa carrière un certain nombre, surtout au début, un certain nombre de milliardaires, mais on peut penser que ce sont les mêmes qui, finançant l'État hébreu, ont financé Epstein, hein, pour le même but. Epstein n'est pas sorti du néant, c'est pas une génération spontanée, c'est quelqu'un qui a été aidé, promu, soutenu de toutes les façons possibles et imaginables. Donc il a mis en place un énorme système de chantage. On vous donne des petites filles impubères et puis une fois que on commence comme ça, après il y a une orgie dont tout le monde se mélange. C'est, vous savez, comme les fameux nœuds de vipère, hein, les serpents se, s'en mêlent en paquets énormes, les mâles autour d'une femelle. Et puis, d'étape en étape, de degré en degré, on passe à des choses beaucoup plus dures. Il y a du sadomasochisme, des consommations de drogue de plus en plus. Et puis, une fois que vous êtes pris dans la machine, bah, il est difficile de faire machine arrière, hein. C'est comme les copains de la mafia qui sont super sympas avec vous, qui vous sortent des mardiers les plus noirs, et puis qui à un moment donné vous présentent l'addition. Le diable présente toujours l'addition. Alors à propos du diable d'ailleurs, Epstein est-il le diable? Steve Bannon, qui à un moment donné avait conseillé Madame Le Pen, euh, enfin bon, il s'est retiré, il a fait une tournée des souverainistes, enfin des soi-disant souverainistes européens, je vais dire les nationalitaires. Et si Bannon a fait l'un des ou le dernier entretien, grand entretien avec Epstein. Et à un moment donné, il lui a dit, Monsieur Epstein, mon cher Jeffrey, êtes-vous le diable? Epstein a dodeliné, c'est moi qui fais l'acteur là, a dodeliné de la tête et a dit, je ne sais pas, mais j'ai un bon miroir. Alors interprétez comme vous voulez le propos epsteinien, mais c'est assez inquiétant. En tout cas, je ne sais pas s'il est le diable lui-même ou s'il a passé un pacte avec le diable, mais si le diable devait exister, il lui ressemblerait fortement, hein. Un homme qui sait manipuler Alors au départ, c'est un petit prof de rien du tout, Epstein, mais qui est certainement talentueux.
Alors, il fait un stage dans une organisation financière. C'est pas très probant, mais il y apprend les ficelles du métier et il va comprendre très rapidement, parce que je pense que Epstein était un surdoué, d'une intelligence redoutable. Surtout, il avait apparemment un grand pouvoir de fascination, ce qu'on appelle aussi du charisme. Mais le charisme, c'est le propre des escrocs. Plus vous êtes un petit escroc, et plus vous êtes convaincant. On sait très bien que les gens victimes des escrocs, à la limite, ne portent pas plainte contre l'escroc, mais contre celui qui l'a dénoncé. La nature humaine est ainsi faite, hein. Si vous réfléchissez bien, vous devez en avoir des exemples. On aime l'escroc et quelqu'un qui est quelqu'un d'estimable, celui qui vous vole, celui qui vous piétine, mais il le fait avec sourire, il le fait avec délicatesse. Et voilà. Alors, Epstein est-il le diable? Alors, si on est tenté, comme je le suis personnellement, de croire dans le mal, si le mal s'incarne, le mal qui s'incarne, c'est Satan. On en revient tout à l'heure à ce que je disais, Saint Jean, votre père est le père du mensonge. Et il disait Saint Jean, ça vaut la peine, hein. Et le père du mensonge, et le père du mensonge, on a bien compris qui c'est Satan, mais c'est aussi les sectataires de Satan, voilà, dont monsieur Epstein. Et que fait le diable d'ailleurs? On fait un tout petit peu de métaphysique. Le diable, c'est le contraire du Père. Alors que ce soit le Père céleste ou le Père tout court. Le Père est celui qui doit dire non. Non, tu ne sortiras pas ce soir. Non, tu ne fumeras pas de cannabis. Non, tu as assez joué. Tu ne joueras plus avec ton jeu vidéo parce que 4 heures par jour, ça suffit comme ça. Le Père dit non. Alors, je ne dis pas que la mère dit toujours oui, mais les mères ont souvent tendance à dire oui. Et le diable, il exauce tous vos désirs. Il vous dit toujours oui. Et que faisait Epstein? Il exauçait les désirs. Vous voulez de l'argent? Voilà de l'argent. Vous voulez des fillettes? Voilà des fillettes. Mais en contrepartie, M. Epstein les filmait. Et après, tenu par la barbichette. Ou par autre chose, hein, un petit peu plus bas que la barbichette. Euh, si on croit que le mal s'incarne dans Epstein, Epstein le diable, ben on n'est pas loin de croire en Dieu, hein. Parce que le diable, c'est l'envers de Dieu. Et Dieu n'exauce pas tous nos désirs, au contraire du diable. C'est pour ça qu'on dit que le diable est le prince de ce monde, celui, encore une fois, qui règne sur les faiblesses, sur les passions humaines. Et c'était bien vu, bien trouvé. Les Epsteiniens sont des gens non seulement redoutables, mais qui sont surpuissants. Alors, j'ai souvent dit que telle ou telle communauté, on me dit, ah, ils sont tellement intelligents. Non, non, ils ne sont pas intelligents, ils sont malins, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont rusés, ils savent vous circonvenir, vous manipuler. Moi, j'en ai rencontré un certain nombre de ma vie. C'est vrai qu'ils sont extrêmement agréables, peuvent être très agréables. Mais enfin, moi, je ne représentais pas d'intérêt pour eux. Je n'ai apparemment pas d'avenir. Et sinon, je ne serais peut-être pas à Beauvais à parler ce soir. Voilà, donc le système Einstein est utilisé, il n'a jamais fait qu'utiliser le sexe dans des buts politiques, géopolitiques et des buts de pouvoir. Et les jeunes gens qui vont dans des partouzes, qui entrent dans la grande danse homosexuelle, au fond, sont aussi en quête de reconnaissance, de pouvoir, d'ascension sociale, puisque la partouze, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, rebat les cartes. Elle rebat les cartes en permanence. C'est beaucoup mieux que la franc-maçonnerie où il y avait un tri à l'entrée. Il fallait passer, il faut toujours, j'imagine, il faut toujours passer
une sorte d'examen, des cribles, avoir des parrains. Autrefois, il fallait avoir des témoignages de bonne mœur, d'honorabilité. On a partout, il n'y a pas besoin. Il suffit de faire, d'avoir un orifice palpitant comme ceux décrits par Monsieur Maire, le maire. Vous savez, notre ministre. Mais il faut voir par qui nous sommes dirigés. Donc l'affaire Epstein nous révèle justement, encore une fois, l'abcès à crever echinococos alvéolaire. Je dis ça au médecin, qui doit savoir de quoi il retourne. La vésicule remplie de larves crève et se répand partout. Mais elle était là, elle était bien là depuis longtemps. Merci, merci non pas à M. Trump, puisque M. Trump n'est pour rien dans l'ouverture des dossiers Epstein. On lui a forcé la main. C'est le Congrès qui a exigé je ne sais pas ce que votent les congrès, je ne sais pas si c'est une motion, chez nous, chez nous les motions, a exigé que le dossier soit rendu public. Trump s'y était engagé et ensuite a dit non. Alors c'est vrai que depuis, j'ai vu des photos visiblement pas truquées avec M. Trump. Alors on ne le voit pas en train de boustifailler des enfants, mais on le voit avec des petites filles, hein, je dis pas 9 ans, mais 10 ans, 11 ans, des jolies petites filles blondes, à telle enseigne que les Iraniens ont fait, vous pouvez cherchez-le sur la toile, vous pouvez le trouver, on fait un petit montage vidéo où les personnages sont en Lego, et on voit Trump sur son lit avec des petites poupées, style les poupées qui étaient vendues au bazar d'hôtel de ville, là. Les poupées chinoises, des petites poupées sexuelles, enfin blondes et mignonnes. À un moment donné, quand même, il est plus content parce que les choses tournent mal, ce pauvre Monsieur Trump, et c'est ce qui est en train de se passer. Apparemment, ça se passe pas comme il voudrait. Et je ne sais pas s'il trouvera des militaires assez larbins pour lancer un débarquement. Mais on sait, pour ceux qui aiment l'histoire, allez voir, je crois que c'est 1917 ou 1915, je ne sais plus, la bataille des Dardanelles. Les Dardanelles, c'est un détroit. Et la bataille de Gallipoli, où les Anglais, les Australiens, les Néo-Zélandais et les Français, on perd 10 000 hommes à Gallipoli, mais les autres beaucoup plus, se font écraser sur les plages de Gallipoli. C'est une petite île au milieu du détroit des Dardanelles. Les détroits, c'est mauvais, hein, ça n'a jamais rendu service à qui que ce soit. Euh, donc, je ne sais pas si M. Trump va trouver des gens assez soumis, assez serviles pour lancer une opération, mais ça se fera au détriment, tout le monde le dit, au détriment des soldats américains, mais qui seront finalement maintenant, euh, on leur dit, vous battez au service exclusif d'Israël. Ils vont mourir pour Israël. Donc ce ne sont plus des soldats qui se battent pour leur patrie, pour la démocratie, pour un monde plus juste ou moins mauvais, mais qui se battent pour les intérêts géopolitiques d'un pays qui risque, Dieu aussi, je parle de l'État hébreu, qui risque de souffrir, de pâtir terriblement de cette confrontation. Apparemment, encore il y a quelques jours, les Israéliens se vantaient d'arrêter 92% des missiles qui tombaient. D'après les informations qui sont des informations américaines que je vous donne, ce sont 80% des missiles iraniens qui atteignent le sol aujourd'hui. Ce n'est pas 92% arrêtés, mais 80% qui touchent. Je ne sais pas combien de temps les Israéliens sont soumis aussi à un stress épouvantable. Toutes les heures, ils doivent retourner aux abris. Certains y restent en permanence. Les choses ont pris mauvaise tournure. Alors, je parlais de euh, la petite vidéo iranienne, qui est plutôt rigolote, qu'il faut voir, hein, si vous le pouvez. D'ailleurs, il y a une autre vidéo où on voit Vengeance pour tous. C'est pas mariage pour tous, là, c'est Vengeance pour tous. Alors, on voit des Indiens, on voit toutes sortes de gens, on voit des Irakiens, on voit les Palestiniens sur leurs ruines, et on voit
Saint James, l'île d'Epstein, avec la maison d'Epstein bien reconnaissant, et une petite fille blonde, qui est devant. Vengeance pour tous. Alors, je ne sais pas si c'est de la vengeance, mais c'est ce que nous disent les LCI et compagnie quand les Iraniens répliquent ou répondent. En général, c'est toujours en défense. Ils disent ils se vengent, comme si la guerre c'était une vengeance. Mais non, on se défend. Quand on se défend, on ne se venge pas. Mais il faut avoir une rhétorique, un vocabulaire qui montrerait que l'autre est un agresseur perpétuel. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail du dossier nucléaire, mais tous les accords avaient été retenus. D'ailleurs, c'est M. Trump qui, en 2018, rompt l'accord de 2015, alors que l'Iran supportait, se soumettait plutôt aux inspections de l'Agence internationale à l'énergie atomique, et qu'on savait très bien qu'il n'y a jamais eu de programme d'armement offensif. Par contre, ils ont développé un programme balistique. Israël ne s'y est jamais trompé, hein. J'ai les documents du Mossad de 2012. Non, on se contrefiche. L'Iran peut posséder une arme nucléaire, on s'en contrefiche. Ce qui nous fait peur, ce que nous voulons qu'il soit bloqué, c'est le programme balistique. Le Mossad avait raison, mais a-t-on écouté le Mossad? Et donc, tout était en ordre. Et à chaque fois, on remet, on rebat. Je vais réutiliser l'expression on rebat les cartes, c'est-à-dire on joue au poker, mais c'est un poker létal. Tout ça ne rime pas à grand-chose. Le patron du contre-terrorisme américain vient de démissionner, c'est Kent, je ne sais pas vous, Kent, avec fracas, en disant nous nous battons pour Israël. Et est-ce que les soldats américains vont accepter longtemps de mourir pour Israël? Ça, on se demande bien. Euh, Légalement, Dulcie Cabart, qui est sur le siège éjectable, celle qui coiffe l'ensemble des services de renseignement américain, il y en a 18 hein, au total. C'est donc elle, la directrice générale, l'a dit dès l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, il n'y a pas de danger nucléaire iranien. Et pourtant, comme les armes de destruction massive en 2003, 2002-2003 contre l'Irak, ce programme n'existe pas, mais on est en train de ruiner l'Occident, ruiner l'Europe, la France, tout le monde. Monsieur Trump, on l'appelle en Iran, on l'appelle Trumpstein. Trump Epstein, voilà. Les Iraniens parlent d'Epsteini. Moi, je parle aussi volontiers d'Epsteinland. Les Iraniens sont attaqués par l'Epsteinland et par Trump Epstein. Pour eux, ils font non pas un amalgame, mais ils pensent que tout ça, c'est un système homogène, hein. C'est la corruption morale au sens de mœurs, la corruption des mœurs et donc la corruption aussi de la morale tout court, c'est ce qui conduit à la guerre. Et cette corruption s'exprime par la guerre. Parce qu'il faut être quand même sacrément menteur et se foutre de la gueule du monde pour nous faire croire qu'encore une fois, l'Iran constituait une menace. Alors, je peux vous donner des exemples. On nous a ah, ils ont tué 50 Français dans l'immeuble du Drakkar en 1983. Tout le monde sait que le Hezbollah venait à peine de naître, qu'ils n'y sont pour rien. Il n'y a jamais eu de camion piégé. On a 10 témoignages de soldats français survivants, enfin 10, peut-être pas 10, peut-être 4 ou 5. Mais on sait qu'il n'y a jamais eu de camion piégé, que de toute façon le camion piégé n'a pas pu faire sauter le Drakkar. Et même si le génie, le génie, c'est le génie. Le génie des armées a inspecté le bâtiment. On pense que le bâtiment a été miné, comme pour notre chère dame qui est à ma gauche, comme les immeubles, les tours jumelles du World Trade Center. Ça a été miné et quand même les derniers ou les avant-derniers occupants de l'immeuble du Drakkar
étaient, comme par hasard, ceux à qui le crime pouvait servir, à savoir les Israéliens. Parce qu'ils n'avaient qu'une hâte, c'était de voir partir les Français, les Américains quitter le Liban. Et ce que nous avons fait, la queue entre les jambes, soi-disant, on a eu des mesures de rétorsion à l'égard du Hezbollah, mais on avait prévenu l'ambassade iranienne avant. Donc les avions de nos Mirage sont allés bombarder la plaine de la Bekaa et on a tué un berger. Et sans doute quelques moutons avec. C'est quand même dégueulasse, surtout que c'était pas l'Aïd. Et c'était pas une exécution halal. Puis on avait mis aussi une Jeep bourrée d'explosifs devant l'ambassade, mais comme par hasard, le pétard a fait pchit. Non, mais tout ça, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout, mais vous voyez, les Iraniens ont tué des Français, ils passent leur temps à tuer des Français. C'est un État terroriste. Moi, le seul État terroriste que je connaisse, c'est celui qui, le 28 février, a balancé des bombes en sachant très bien, alors qu'ils ont des guidages ultra précis, des bombes sur une école en tuant alors 170, 180, non. Apparemment, on va prendre le chiffre moyen, 165 fillettes, que certains très mal intentionnés ont aussi interprété comme étant un crime ou un meurtre rituel, sacrifice. Si vous allez sur une intelligence artificielle quelconque, vous voyez, on a annoncé que Larijani, le Premier ministre opérationnel, est censé avoir été tué dans un attentat. Il serait vivant, mais sauf qu'on ne le voit plus jamais, etc., etc. Il y a des tas de brouillard de la guerre, mystère. Je ne sais pas si on en saura plus long après, mais après, tout le monde s'en fiche, quoi. Vous en pensez Alors, peut-être si c'était crédible. il y a des gens extrêmement intelligents, et il y en a beaucoup, même autour de moi, pas tous forcément très intelligents, mais qui pensent que Trump cache son jeu et qu'il conduit tout ça pour liquider Israël. C'est vrai qu'Israël risque dans cette affaire, risque son existence. Mais je ne crois pas que, je crois que Trump a perdu les pédales. Il s'est engagé dans une impasse. Trump avait annoncé le cas que l'assaut durait 4 jours parce qu'ils se sont auto-intoxiqués eux-mêmes. À savoir que éliminer d'un seul coup toutes les listes dirigeantes d'un pays, ça suffit pour le faire basculer. Que les rues allaient prendre le pouvoir, mais ils n'ont pas compris que la rue, c'était aussi des gens qui étaient financés, agis. Beaucoup ont été pendus, hein. Depuis, par l'État d'Israël, avec l'aide des paraboles Starlink, qu'on sort, qu'on rentre, et qui permettent de coordonner les différents mouvements. Les fameuses émeutes ont duré du 8 au 9 janvier. Au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mécontents en Iran, mais enfin bon, on les voit plus beaucoup, les mécontents. Donc ils ont pensé que ça durait 4 jours. Au bout de 9 jours, 10 jours, le 9, le 9 mars, Trump nous dit, ça y est, les objectifs de guerre sont atteints, et il en avait marre. Déjà, il en avait marre. Puis la consommation de missiles de croisière, ça y va, hein. Ils disposent d'une réserve, je crois, d'environ 800, peut-être un millier, 800. Ils en ont, dans les premiers jours, ils en ont déjà brûlé 200, hein, 300. Et les réserves ne se reconstituent pas comme ça. Euh, donc, au bout de 9 jours, alors régulièrement, il a dit, ça y est, les buts, il vient de le dire encore la semaine dernière, il a dit à plusieurs reprises, nos buts de guerre sont atteints. Enfin, maintenant, dans 2 ou 3 semaines, ça sera game over. Vous voyez, moi aussi, je parle anglais. Game over. L'affaire sera pliée, mais ça n'en prend pas le chemin. Les Iraniens, je peux vous parler, c'est le contraire du monde d'Epstein, de l'Epsteini, sont des gens sont des gens qui sont encore croyants, hein. En Irak, pour avoir bien connu l'Irak, à une époque, on avait fait sauter, sauter à un sanctuaire de Samara, et qui était un sanctuaire mixte, où il y avait l'épouse ou le fils ou le petit-fils d'un imam, je crois que c'était du 11e imam.
Il n'y a il y a pas de sépulture comme chez nous, ce sont des cénotaphes, enfin des sépultures vides, puisque les corps sont enterrés dans la terre, à même la terre. Et on nous a fait croire que c'était les Irakiens qui avaient fait sauter la mosquée de Samara, mais enfin, on croit rêver. Pour qui connaît les Irakiens, on sait que la plupart des gens, alors il y a des fripouilles, des salopards parmi eux, en pagaille même, mais, et des corrompus surtout, mais que le paradis et l'enfer, ça existe. Comme chez nous, au 15e ou au 16e siècle. Le, on, on ne fait pas. Il y a des choses, des lignes qu'on ne peut pas franchir. Or, chez nous, ce qui caractérise Epstein et compagnie, c'est qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de bornes. Quand des bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Et donc, les hommes se croient tout permis, au-dessus de toutes les lois humaines, humaines en général, la morale individuelle, de la morale des lois internationales, ou même des lois divines. Parce que les lois divines leur donnent raison, de toute façon. Hein, ça va des rivages, non pas de la mer Morte, mais des rivages du golfe Persique. Maintenant, ça va jusqu'au Soudan. On recule les limites du grand Israël en permanence. Il y a la dimension eschatologique n'est pas à nier. On traite les ayatollahs iraniens d'arriérés, de médiévaux, de gens obscurantistes. Enfin, et ceux qui nous disent que la terre leur a été donnée, il y a un acte notarié divin qui leur donne la terre de façon exclusive et en donnant le droit de massacrer tous ceux qui mettent un doigt de pied sur cette terre. Bon. Euh, J'en reviens. Oui, alors, les Iraniens, eux, croient évidemment à Dieu et au diable, à l'enfer et au paradis, mais surtout, leur religion, qui est très proche du christianisme, est une religion une religion sacrificielle. Sacrificielle, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que on s'accomplit en tant qu'homme en donnant sa vie. Je vous renvoie à la dialectique, c'est peut-être un peu savant, mais à la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, grand inspirateur du marxisme et de Karl Marx. Euh, le, on s'accomplit pleinement en tant qu'homme en donnant sa vie. C'est comme ça. Ça fait référence au sacrifice d'Osseigne, petit-fils du prophète, à la bataille de Kerbela, c'est 670, je crois, la bataille de Kerbela. Kerbela, c'est en l'Irak actuel. Et on ne voit plus, mais on voit ceux qui, le jour de l'Ashura, se promènent le torse nu avec des larmes, se flagellent avec des larmes de fer et ont le dos en sang. Vous avez peut-être déjà vu ça une fois dans votre vie. Euh, on montre plus ça à la télévision, ce qui montre la détermination. Et en même temps, ces gens, soi-disant très obscurantistes, euh, produisent chaque année 230 000 ingénieurs de très haut niveau, autant que la France et l'Allemagne réunis, sur lesquels, je le disais à table tout à l'heure, 60% sont des jeunes femmes. Mais écrasées, soumises à un patriarcat toxique. C'est pour vous donner une idée de l'abîme de mensonges dans laquelle nous sommes plongés et de l'abîme existant entre la réalité vraie, enfin tangible. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire que toutes les jeunes femmes, elles s'en foutent de leur hijab. Hein. Le hijab, c'est le petit foulard. Euh, Vos grands-mères, ma mère, vos grands-mères, nos grands-mères portaient toutes des fichus. Les femmes ne sortaient pas en cheveux dans la rue. Ça se faisait pas. Hein, c'est les femmes du peuple, le matin, allaient chercher au lait en cheveux et, et en peignoir. Vous en souvenez, non? Ah, Madame témoigne. C'est bien, vous savez, de faire la jonction entre générations, parce que les générations permettent de transférer, de transmettre un certain nombre de petites choses. Alors Epstein, lui, il appartenait aussi à une race génétiquement supérieure, d'ailleurs il le pensait. Hein. Il avait une ferme, la ferme Zorro.
je crois que c'est dans le Nevada, et il voulait inséminer, enfin avec sa propre semence, ensemencer un certain nombre de jeunes femmes pour créer une race tout à fait supérieure. Il finançait donc vous voyez, c'est pas un simple débile sexuel, hein. Il finançait des chercheurs de haut vol, justement, sur le prolongement de la vie, sur la longévialité, etc., etc., etc. Sur le clonage, il a voulu se faire cloner, entre autres. Et le pauvre vieux, il a défuncté avant de pouvoir le faire. Et son complice aussi, qui portait un nom français, mais qui n'était pas français, hein, son complice Oui, Brunel. 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 Il appartenait à je ne sais quelle tribu maghrébine. C'était peut-être un cousin de Zemmour, peut-être, hein. Bon, je sais que je vais me faire vomir, honnir. Enfin, c'est comme ça.